Bonjour à tous, donc merci d'être venus aujourd'hui. Donc, je suis chargée de recherche en biotribologie au laboratoire de mécanique des contacts et des structures. Pourquoi de la mécanique? Parce que la mécanique génère des particules. La mécanique par la tribologie, c'est le frottement des matériaux en contact qui va générer des particules. Et on s'intéresse en ce laboratoire à plein des origines des particules, notamment celles du transport, et on essaye de limiter l'éjection dans la nature, dans l'environnement, par différents moyens. Ils peuvent poser des problèmes de bruit, par exemple les TGV. On travaille sur les TGV dans les gares, quand ils freinent, ils éjectent des particules, on a du bruit, on essaye de limiter le bruit de leurs freins. Et puis aussi, on essaye de limiter les particules nocives pour l'environnement. Et surtout, on travaille avec les centrales nucléaires, avec des joints d'étanchéité pour que les produits nucléaires ne se trouvent pas dans la nature. Et donc, il faudrait voir que la mécanique gère beaucoup des contraintes mécaniques et c'est pas toujours la faute du matériau qu'il contient telle ou telle particule, c'est la faute du contact et des surfaces qu'on se retrouve dans la nature avec telle et telle particule. Et notamment, donc, il y aura la présentation de Valentin, donc le doctorant que j'ai encadré sur les implants de hanche, et qu'il va vous dire que c'est pas la faute d'une matériau, c'est la faute d'une combinaison de matériaux, que des fois on arrive à des catastrophes un petit peu, et c'est un petit peu comme dans l'implant. Et sûr, c'est pas le nitinol ou les autres matériaux qui posent des problèmes, c'est la soudure. Et c'est grâce à ça qu'on a pu découvrir avec Michel, en expertisant une implante, parce qu'on est parti au début, on ne sait pas, en mécanique, on ne sait pas qu'est-ce que se passe dans une contact flottante. Donc, on expertise, on analyse, et puis on essaye de comprendre. Et grâce à l'équipe biochimie de lipidomique, donc Nathalie, elle est là, présidente de la plateforme lipidomique, on peut actuellement aller vers les modèles cellulaires, des modèles animaux aussi, où on peut prouver des effets locaux, inflammatoires ou systémiques, neuronales, de certaines pathologies. On essaye d'avancer, mais je sais qu'il y a beaucoup de patients ici. La science avance doucement, pas aussi vite que vous voulez, mais si on va aller plus vite qu'on veut, on peut dire des bêtises. Et donc, du coup, je vous présente une étude qu'on a commencé depuis 2015 avec Michel Vincent, à étudier le changement de la litière de chat à base de silice et ses effets sur la toxicité. Donc, cette étude-là, dans les premières discussions avec Michel, il nous dit « Ah, mais il y a des articles qui s'intéressent à cette litière. Cette litière de chat, elle est encore commercialisée. Donc, c'est des litières à base de silice contre les odeurs. Et donc, vous voyez ici l'aspect en gros graines de silicagel. Donc, c'est une gel de silice, à base de silice, mais il y a quand même de silice cristalline dans cette gel-là. Et donc, les producteurs disent « Ah, mais on ne peut pas avoir des nanoparticules dans ces gros graines. Donc, on le commercialise et on fait encore, malgré des études depuis 2013-2012 qui montrent qu'il y a des particules toxiques dans cette litière-là et surtout des travailleurs qui produisent cette poudre qui ont été malades de sarcoïdose et même les chats. Les vétérinaires disent qu'ils sont malades de sarcoïdose. Donc là, on s'est demandé pourquoi les études in vitro ne prédisent pas cette toxicité parce qu'elle continue d'être commercialisée. Et donc là, du coup, on s'est dit cette litière-là doit dégager des particules
Et cette particule-là, on n'est pas capable de le capter dans l'air ambiant comme il faut pour les analyser. Et donc, nous, on s'est intéressé un petit peu comment on peut capter ces particules dans l'air ambiant. Et on a commencé à faire de bibliographie sur les collectes d'air existantes. Et vous savez, les stations météo qui existent partout, le désavantage de cette station météo, c'est qu'on fait une collecte sur filtre de quartz. Pourquoi le quartz? Parce qu'il permet des débits journaliers. Ça veut dire que si vous mettez une autre filtre, il se bouche après une heure de collecte et on ne peut pas prélever pendant la journée. Et donc, du coup, on a de quartz, de silice. La silice, on ne l'analyse pas. Donc, c'est complètement non analysé dans l'air ambiant cette fois-ci. Après, on a des études plus poussées où on a des collecteurs spéciaux à impact. Donc, on a l'air qui impacte des petites pastilles où on les dépose. Donc là, pour l'instant, c'est des études MEP. Michel va vous montrer qu'on a développé des études MEB. Quel est l'avantage? C'est que c'est plus rapide et moins coûteuse que les études MET. Et puis, on a des compteurs de particules, mais on ne capte pas les particules, on le mesure en temps réel sans le capter. Et donc là, pour vous dire, là, c'est les collectes. Et de collecte à l'analyse de toxicité, il y a une grande vide. Parce que il y a après collecte, il faut qu'on ressorte les particules des filtres. Et vous voyez, quand on ressort du filtre de quartz, on a plein de particules de quartz qui vont purifier notre échantillon. Et puis, on le met dans les cultures cellulaires pour prouver la toxicité. C'est une méthode assez lourde qui pose deux problèmes principaux, support contaminante à base de silice et particules modifiées par l'étape d'extraction. Parce que quand elles sont en atmosphère, les particules sont chargées électriquement. Quand on frotte, vous voyez une feuille à la photocopieuse, elle est électrique. Quand on marche, on est électrique et on fait la bise, ça pique un petit peu. Donc les particules sont électriques, sont actives et quand on va le mettre inactivé dans une culture cellulaire, ça ne va pas donner la même réponse. Et donc nous, à partir de ça, on s'est intéressé sur quel support on peut collecter pour qu'on est réaliste et on est parti à la partie biologique, au poumon. Comment les particules sont collectées dans nos poumons et on a encore fait de la bibliographie et on a vu que les particules macro, donc ceux qui sont plus de 10 micromètres, on éternue, on les évacue. Les particules qui sont inférieures à 10 micromètres, elles vont rentrer plus loin, ils vont être captés et puis on peut les sédimenter. Donc les personnes qui fument, on voit leur trachée, elle est un peu noirâtre. Donc après, donc on arrive à 1-2 micromètres, on peut les évacuer par le mucus. On recrache. On crache et puis on évacue cette particule-là. Et puis, le plus dangereux, c'est les particules inférieures à 1 micromètre qui arrivent aux branches, donc au sac alvéolaire. Et c'est là que ça pose des problèmes vraiment de toxicité. Tout ce qui est avant, c'est un peu moins grave que ce qui arrive au sac alvéolaire. Donc, par conséquence, on s'est dit, dans ces sacs alvéolaires, quel est l'élément principal sur lequel on pourrait faire une collecte des particules. Et on voit que dans ces poumons, nous, on a une petite film de tensioactive, donc comme une boule de savon. C'est cela qui permet de garder ouvertes nos alvéoles pulmonaires et c'est là on l'appelle surfactant pulmonaire. Et vous savez que chez les nouveau-nés qui le manquent, on l'injecte du surfactant pulmonaire pour ouvrir les bronches. Et donc du coup on a dit ce surfactant pulmonaire peut être notre modèle du collecte. Et donc, du coup, on a pris ce surfactant pulmonaire comme modèle de collecte. Et puis, quel type de cellules on doit reproduire pour reproduire la réaction toxique? C'est la macrophage qui vient là, qui va manger toutes les particules qui vont être, pour les éliminer, donc qui vont arriver là. C'est la première barrière. Donc, c'est le surfactant et la cellule macrophagique. Et donc là,
pour dire, on a développé ensemble avec Minapat une petite sac à dos de collecte. Donc, où on se balade, on va aspirer l'air directement sur une surfactant pulmonaire. Donc, on va barboter, on fait nos petites alvéoles modèles et on va mettre des filtres de 10 micromètres parce qu'on sait que les particules inférieures à 10 micromètres, ils ne vont pas arriver dans nos poumons et on va essayer de barboter. En même temps, on fait des collectes de DX, mais je ne vais pas parler parce que c'est Michael qui va parler après. Et donc, avec ce sac à dos, on a dit on va tester la toxicité de la litière de chat à base de silice commercialisée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis dans une pièce de 12 mètres carrés. On n'a pas aéré la pièce parce qu'on a dit bon ben c'est une personne qui n'aère pas, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on a fait 2 heures d'aspiration. C'est la norme de l'air intérieur. Quand on fait une collecte, on aspire pendant 2 heures. On a essayé de se mettre dans la norme. Et puis par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces particules collectées dans le surfactant et on les a mis dans les cultures cellulaires des macrophages. Donc on a utilisé des lignées macrophagiques là et on les a rajoutées à 25%. On a dit qu'on ne va pas le rajouter énormément pur. Et puis on a fait une référence sans particules, ça veut dire juste le surfactant rajouté à 25%, une de l'air, particules d'air sans changement de litière de chat, donc on n'avait pas de litière dans la pièce, et puis une litière, donc particules, où 1 minute avant, on a démarré nos systèmes de collecte. Pendant 1 minute, on a déversé et puis on n'a plus rien fait et on a aspiré pendant 2 heures. Donc on n'est pas en train de brasser la litière, on fait une manip, on verse et puis on le laisse. Donc là, du coup, on a analysé déjà l'air en MEB, comme dans la méthode de Michael, c'est avec lui qu'on a analysé. Et vous voyez ici, c'est le pourcentage de particules et c'est l'aspect des filtres. Vous voyez ici quelques particules et ici, vous voyez plein de particules. Donc, et quand vous regardez le pourcentage, dans l'air ambiante, on a plus de aluminosilicate, c'est de la terre, de bâtiments et tout ça, que de la silice. Et puis on a bien sûr plein d'autres particules, tandis qu'après qu'on verse la litière de chat, on a cette barre-là, vous voyez, on est plus de 90% de silice par rapport à aluminosilicate qui est tout bas, donc qui reste à peu près pareil, et puis les autres. Donc là, on a une augmentation, si on compte aussi le compteur de particules, on a de 17% des particules de silice et seulement de 4 de aluminosilicate. Ça prouve bien que cette litière, elle est en silice. Et donc là, après, on a mis cette litière sur les macrophages. Là, c'est des cellules. En bleu, c'est les noyaux. En rouge, c'est le cytosquelette. Bon, on ne voit pas la cellule, elle s'adapte, elle reste vivante. Donc, on n'a pas des modifications significatives de sa viabilité en 24 heures. C'est la norme. C'est la norme des analyses des particules. Donc, la norme s'arrête ici. Dit, bon, mais la litière, elle est biocompatible. Nous, on a voulu aller plus loin. Et on a analysé le stress un petit peu fluidifiant du métabolisme. Donc c'est une marqueur fluorescente qu'on développe chez nous. Et puis on voit que le milieu extracellulaire, il est beaucoup modifié, tandis que la cellule, elle s'adapte. Donc du coup, en 24 heures, la cellule va cracher des choses qui vont inflammer les tissus adjacents, mais elle-même, elle ne se modifie pas. Et donc là, pour dire, on essaye de faire actuellement en temps réel la même mesure. Donc on se déplace sur terrain chez des gens et on voit l'augmentation des particules avec la baisse de rigidité du surfactant et la peroxydation. Donc on fait ça en temps réel sans mettre des cellules et avoir une marqueur précoce de l'inflammation. Merci. Et désolé. Moi, j'ai pas bien compris après 24 heures ce qui se passait, s'il vous plaît. Donc, aux 24 heures, si on analyse les cellules,
elles sont vivantes, elles sont bien. Mais si on analyse leur milieu de culture, on voit qu'il y a une stress oxydative et on voit qu'il y a une modification de fluidité de surfactants. En effet, la fluidité, c'est lié à la capacité pulmonaire, c'est l'efficacité de surfactants. Donc du coup, on a des modifications très présentes sur le milieu extracellulaire, mais la cellule elle-même, elle s'adapte. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir potentiellement en fait un effet concentration des particules? Oui. Nous, on n'a pas encore étudié la variation de concentration, c'est une autre étude et on n'est pas encore finalisé tout ça. Mais c'est vrai qu'on doit avoir une concentration. Il faudrait dire qu'on mesure la concentration, vous la voyez là, à microgrammes par mètre cube. Et vous voyez qu'après déversement, donc là c'est avant déversement et après déversement. Et vous voyez toutes les particules inférieures PM1, elles augmentent. Et après 2 heures de collecte, ils n'ont pas descendu. Donc ça veut dire que si vous n'aérez pas la chambre, elle persiste. Et vous le respirez, vous les respirez. Et par rapport à la norme, c'est une norme générale? Il n'y a pas de norme. Non, on nous parle de norme de temps de 24 heures pour être dans la... Oui, pour être dans la norme. Donc c'est une norme qui est pas pour l'air ambiant, c'est une norme qu'on le prend des implants articulaires, des particules en général, et qui nous disent qu'il faudrait faire à 24 heures, à 48, à 72 heures. On n'est pas allé jusque-là parce qu'on montre juste à 24 heures, mais qu'il faudrait dire que pour l'instant, une première avis peut être donné en disant c'est pas toxique à 24 heures et ça peut aller, premier avis, on n'est pas obligé de faire les autres, sauf si une industrielle il est très pointu et il veut aller plus, mais c'est obligatoirement de faire 24 heures. C'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui est général à d'autres produits. Oui, c'est général à beaucoup de produits, mais ce qui se passe, c'est quand les cellules poussent dans une petite plaque de culture, il faudrait dire qu'on essaye d'éviter qu'elles se mettent une sur l'autre et que le métabolisme soit annihilé. Donc pour faire plus 72 heures, il faudrait qu'on gère un peu plus spécialement notre culture pour qu'elle ne meure pas d'une autre cause que la cause des particules. Et c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Mais la norme, il dit 24 heures.